La Thaïlande. Le Mékong est ici, à la croisée de deux mondes biologiques et géologiques, à la jonction des zones tempérées et tropicales. Un lieu au milieu de paysages, dominé par d'abondantes forêts. Un relief varié et un vaste réseau de cours d'eau qui alimente le fleuve Mékong. Cette topographie donne naissance à de nombreux microclimats, faisant de la Thaïlande un pays d'une immense variété. Le Mékong, qui longe la frontière orientale de la Thaïlande, façonne le paysage et influe sur la vie des créatures alentours. Des torrents aux profondeurs des grottes. La Thaïlande abrite une vie sauvage unique et surprenante. Le Mékong pénètre au nord de la Thaïlande, au travers de montagnes qui s'étalent sur toute la largeur du pays. Nous sommes à la limite de la zone himalayenne. D'étranges nuages enveloppent la forêt. Le réseau des cours d'eau partage la jungle en d'immenses portions. Dans un affluent paisible du Mékong, une éléphante profite d'un bain bien mérité. Son petit reste en arrière. Malgré ses encouragements, il hésite à la rejoindre. Le Mékong et ses affluents jouent un rôle important dans la vie des éléphants de la région. Un adulte boit quotidiennement près de 100 litres d'eau. Elle lui montre ce qu'il rate. La tentation est trop forte. Alors que son petit entre dans l'eau, elle change brusquement d'attitude. Elle perçoit un danger. Avec sa trompe levée tel un périscope, elle hume l'air. La trompe est dotée de milliers de récepteurs olfactifs. L'éléphant possède l'un des odorats les plus développés du règne animal. La menace s'éloigne, elle se détend à nouveau. Le lien entre la mère et son petit est fort. Elle s'éloigne rarement quand il joue dans l'eau.
Depuis sa source au Tibet, le Mékong parcourt 1400 km vers le sud avant de pénétrer en Thaïlande et de couler le long de la frontière avec le Laos. Ces forêts de montagne abritent une créature qui sait parfaitement s'adapter à son milieu. Le macaque rhésus vit le long des rivières qui parcourent la montagne avant de rejoindre le Mékong. Il y trouve de quoi se nourrir et également de quoi se rafraîchir. Certains hésitent. D'autres prennent moins de précautions. Âgé de quelques jours, le macaque sait déjà nager. L'adulte nage parfois près de 2 km pour un meilleur abri et une meilleure nourriture. Il préfère les fruits, mais mange vraiment de tout. Ils mangeront avec plaisir de l'écorce, des feuilles, de petites créatures saisies dans l'eau. Mais les macaques sont très vulnérables au sol. Il y a de nombreux prédateurs alentour. Le léopard, le crocodile et même le tigre. Pour réduire le temps de quête de nourriture, ils la stockent dans leurs joues. Quand les poches sont remplies, ils remontent aux arbres pour profiter de leur butin. Cette famille est venue au complet. Après un moment d'amusement, le calme revient parmi les plus jeunes. Ils apprennent par l'exemple. Leurs doigts minuscules sont parfaitement adaptés. Les aliments les plus savoureux se cachent sous les feuilles. Ne reste qu'à les trouver. Le régime varié des macaques est parfaitement adapté au monde de la jungle. La Thaïlande est une des régions au monde qui offre le plus de biodiversité. À la base de cette beauté incroyable, la vie végétale. Riche de 8% des espèces de plantes au monde, ces jungles abritent aussi bien la flore tempérée de l'Himalaya au nord que les espèces tropicales au sud. La rivalité entre plantes est féroce. Elles se disputent sans discontinuer espace et lumière. Elles doivent aussi se protéger pour ne pas être mangées. Beaucoup sont toxiques. Et pour les animaux, tels les macaques,
qui mange 99 espèces de plantes différentes, ses défenses naturelles peuvent être fatales. Mais les macaques ont trouvé une solution étonnante pour combattre les toxines. Un remède naturel que les aînés doivent enseigner aux plus jeunes. Le lendemain matin, la troupe part en mission. Elle remonte un affluent du Mékong à travers la jungle. La plupart d'entre eux savent où ils vont. Mais pas ces trois petits. C'est la première fois. Ils doivent prêter attention. C'est une question de survie. La troupe s'arrête près de ce creux, non loin de la rivière. Les macaques sont là pour manger la terre. C'est leur antidote. Nombre des plantes qui composent leur régime sont toxiques. Leur estomac renferme donc des substances nocives. Chaque bouchée d'argile leur offre un apport en kaolin, un minéral qui neutralise les toxines. Mais avaler une bouchée n'est pas si facile. Les plus jeunes ont du mal à s'y habituer. Dans cette promiscuité, les esprits s'échauffent. Un mâle dominant intervient. Claquer des dents est signe de soumission. Ces fauteurs de troubles ne souhaitent pas se battre. L'épouillage est un bon moyen de dissiper les tensions. Même si les macaques viennent creuser l'argile année après année, ils ne sont pas les seuls responsables de ces cavités. Ce trou plus large est l'œuvre d'un animal bien plus gros. Un éléphant mâle se dirige vers les collines. Tout comme les macaques, il est à la recherche des minéraux que contient l'argile. Mais quand on mesure 2 mètres de haut, il est difficile de prendre une bouchée. Son unique défense témoigne de la violence des combats entre éléphants. Heureusement, même avec une seule défense, il est à même de résoudre le problème. Il détache d'abord l'argile avec sa défense.
avant d'utiliser son incroyable trompe. L'extrémité de sa trompe, qui agit comme un doigt, lui octroie une grande dextérité. Il est capable de ramasser des grains de riz. Pour les macaques, les minéraux servent d'antidote. Pour l'éléphant, c'est un complément alimentaire. Même s'il consomme chaque jour l'équivalent de 10% de son poids total, les plantes qu'il mange ne lui fournissent pas le sel, le calcium, ni le fer dont il a besoin. L'argile lui offre ce que les plantes n'ont pas, une adaptation simple qui garde ce géant en bonne santé. Comme les autres pays le long du Mékong, la Thaïlande se transforme. La forêt vierge laisse place aux terres cultivées. Une grande partie de la richesse de la nation vient de ses ressources naturelles. Mais plus elles sont exploitées, moins le monde naturel en dispose. Cela se fait au détriment de beaucoup de créatures, mais pas toutes. Certaines ont appris à vivre auprès des hommes. Parfois même, elles profitent de nous. Comme cette espèce qui se réfugie dans d'anciens temples bouddhistes. Voici une colonie de renards volants. Leur visage ressemble à celui du renard, mais ce sont d'impressionnantes chauves-souris qui mangent des fruits plutôt que de la viande. Avec une envergure d'1,50 m, ce sont les plus grandes des chauves-souris. Contrairement aux espèces insectivores, qui souvent nichent dans des grottes la journée, les renards volants supportent la lumière du jour. Ils nichent en plein air sur les arbres. N'étant pas à l'abri d'une grotte, le défi est de trouver un lieu sûr. On trouve des renards volants dans toutes les forêts d'Asie du Sud-Est. Et chose étonnante, ils aiment vivre aux côtés des humains. Les arbres, dans l'enceinte des temples, font de parfaits perchoirs. La colonie est à l'abri des éléments et les allées et venues des moines et des touristes éloignent les prédateurs. Chaque matin, des milliers de chauves-souris reviennent au nid. Les renards volants choisissent très soigneusement l'arbre dans lequel ils vont passer la journée. La décision repose sur leur taille et leur technique d'envol. Plutôt que de décoller, ils se laissent tomber. Pour garantir la réussite de l'opération, il faut que toutes les conditions soient réunies. Les grands arbres leur laissent la place et le temps de déployer leurs ailes. À l'abri du vent, ils peuvent capter les courants ascendants. Comme toutes les créatures volantes, ces chauves-souris sont devenues plus légères.
Leurs os et leurs muscles sont plus légers que ceux d'un mammifère terrestre de même gabarit. Les renards volants peuvent atteindre la vitesse impressionnante de 50 km/h. Cette incroyable maîtrise du vol repose sur leurs ailes étranges, qui sont en réalité faites de peau. Les ailes des oiseaux sont composées d'os et de plumes. Celles des chauves-souris, d'os et d'une membrane supportée par 4 longs doigts. C'est comme si nous, les hommes, possédions des mains larges de 4 mètres. Flexibles, ces doigts leur permettent de maîtriser parfaitement l'altitude et la direction. Étant donné leur taille, cette maîtrise du vol est remarquable. Ces chauves-souris préfèrent les fruits, mais se délectent aussi de nectar, de fleurs et de pollen. Elles organisent leur territoire autour des arbres fruitiers, comme cette albizia, et parcourent jusqu'à 50 km par nuit pour se nourrir. Les renards volants entretiennent un lien particulier avec ces arbres nourriciers. Ils passent d'arbre en arbre pour se repaître de fruits et de nectar, avalent nombre de graines et se retrouvent couverts de pollen. En parcourant chaque nuit de grande distance, ils dispersent graines et pollen dans toute la région. Ce service qu'ils rendent à la forêt est si important que les renards volants sont désignés comme espèce fondamentale. Un maillon irremplaçable de l'écosystème. La nature est bien faite. Les chauves-souris profitent des arbres en retour. Ce service de dispersion garantit la survie des arbres dont elles-mêmes dépendent. Les temples bouddhistes où elles se réfugient sont le reflet d'une certaine philosophie de la nature. Une foi qui alimente le respect qu'ont les gens pour toutes les choses vivantes qui les relient à leur environnement. À 200 mètres au-dessus du bassin du Mékong, se dresse l'une des merveilles de la Thaïlande. Wat Phutok, le temple isolé. Les escaliers qui mènent au paradis. Un temple taillé dans un immense relief calcaire, visible à des kilomètres à la ronde. Les 7 niveaux de l'escalier, les plateformes, représentent les 7 étapes vers l'illumination.
Cette construction est l'œuvre incroyable d'un moine en quête du nirvana. Ce moine faisait partie d'une tradition qui privilégie la méditation dans la nature parmi les créatures de la jungle. Il pensait que méditer dans des endroits risqués lui permettait de renforcer sa détermination spirituelle, tout en apprenant à dominer sa peur. Il y a plus de 100 millions d'années, ce relief de calcaire aurait fait partie d'un immense désert balayé par les vents. Mais le temps et l'eau n'ont laissé que cet ultime promontoire. Une trace des forces puissantes qui façonnent notre planète. Chez les macaques, un jeune mâle s'éloigne de la troupe. Il tient un rongeur qu'il a trouvé dans l'eau. Le macaque a 5 cris différents pour avertir la troupe qu'il a trouvé à manger. Ce jeune singe rusé ne dit rien. Il sait qu'il risque d'être puni si on le surprend. Malheureusement, son comportement étrange a attiré l'attention d'un rival. Il ne peut plus cacher son butin. Son rival ne lui fait pas de scène. Il a un plan. Il fait mine de rien. S'efforce de se montrer désintéressé. Mais le jeune singe n'est pas dupe. Depuis une haute branche, il garde un œil sur ce rival affamé. La société des macaques est complexe. Un groupe peut compter 180 individus. Les règles et la hiérarchie sont bien établies. Bien qu'il y ait des mâles dominants et des femelles, ce sont les femelles qui détiennent réellement le pouvoir. Une situation héréditaire. Ce privilège est transmis de mère en fille. On parle d'héritage matrilinéaire. L'individu au sommet de chaque lignée maternelle se nourrit en premier et s'octroie une place sûre au sein de la troupe. Une hiérarchie existe aussi entre les différentes lignées maternelles. Chacun a sa place. Cette construction est constamment renforcée par les interactions et l'épouillage. Les femelles de rang inférieur gagnent les faveurs des mieux placés en les épouillant. Si l'animal qui te domine est débarrassé des parasites, tout est pour le mieux. Chaque famille veille sur les siens.
Ce bébé n'est peut-être pas doué pour l'épouillage, mais c'est l'intention qui compte. Il saura bientôt y faire. Comme toutes les femelles macaques, elle restera toute sa vie dans la troupe. Si tout se passe bien, une lignée peut réunir 6 générations. Chaque jour, vers midi, les aînés se trouvent une branche confortable pour la sieste. Pour la plupart des singes, c'est un plaisir quotidien. Pour les jeunes, c'est l'occasion de jouer sans être surveillés. Ils sont toujours prêts pour une bêtise, à s'affronter entre eux. Ce jeu bruyant est un rouage essentiel de leur développement. Les jeunes mâles aussi héritent du rang de leur mère. Statut qu'ils perdent quand ils grandissent et qu'ils doivent quitter la troupe. Ils acquièrent des compétences essentielles pour s'imposer dans un autre groupe. Mais pour l'instant, tout n'est qu'amusement. La Thaïlande peut se vanter de plus de 250 espèces de mammifères. Les forêts tropicales qui bordent le Mékong abritent la plupart de ces espèces. Mais nombre de ces espèces n'apparaîtront pas en plein jour. Elles vivent sous terre. Au fil des millénaires, le Mékong a creusé sa route au cœur des roches calcaires qui abritent un vaste réseau de grottes. Ces grottes offrent une grande variété de microclimats qui attirent différentes espèces de chauves-souris. Chacune vit dans une portion de la grotte. Certaines préfèrent une température plus élevée. Les chauves-souris à feuilles nasales arborent sur leur nez un drôle d'organe sensoriel. Cet organe, qu'on ne connaît pas très bien, semble lié à une forme d'écolocalisation nasale. Ces chauves-souris préfèrent les grandes grottes où l'eau est abondante. Même si ces grottes sont immenses, l'espace pour nicher reste restreint. Vivre au milieu d'une telle frénésie n'est pas simple. Les chauves-souris se repèrent grâce à une ouïe exceptionnelle. Elles savent distinguer un son précis dans ce vacarme.
Lors de la saison de reproduction, quand les mères reviennent après s'être nourries, elles doivent identifier le cri de leur unique petit. Une voix parmi des milliers. Cette communauté est liée par le besoin d'un environnement stable et d'un lieu sûr pour passer la journée. Les chauves-souris se sont adaptées à l'obscurité, à l'humidité. Elles passent la journée à dormir, digérer et se nettoyer. Chose étonnante, les chauves-souris restent toujours très propres. Certaines se tiennent la tête en bas, d'autres prennent appui sur la paroi rocheuse. Au crépuscule, l'atmosphère dans la colonie change. Une par une, les chauves-souris émergent et disparaissent dans la nuit. S'envoler parmi les autres peut être difficile. Voler dans l'obscurité et dans la promiscuité semble impossible. Les chauves-souris ont une solution. Elles augmentent le nombre de sons qu'elles produisent pour obtenir une image plus précise de leur environnement. Elles sont aussi capables de produire une fréquence unique qui les distingue des autres. En quelques minutes, des milliers de chauves-souris sortent de la grotte. L'exode nocturne a commencé. Voler en si grand nombre exige de grandes compétences et de sacrés réflexes. Leurs ailes sont des chefs-d'œuvre de biologie. Les chauves-souris peuvent les bouger de façon asymétrique pour une maîtrise parfaite du vol. Elles peuvent réagir au moindre obstacle en une fraction de seconde. Ces chauves-souris partent en quête d'insectes dans leur lieu de prédilection. Chacune peut en attraper 1000 en 1 heure. Au crépuscule, les proies sont nombreuses. Mais cela reste risqué de sortir avant la nuit. Les prédateurs sont présents. Un aigle vole au-dessus d'elles. Comme les sardines ou bien les gnous, les chauves-souris comptent sur leur nombre. La meilleure chance de survie d'un individu est de rester dans le groupe. Chaque chauve-souris se met au diapason de sa voisine. Celles en bordure sont les plus vulnérables. L'aigle choisit une cible. Mais il est difficile de suivre un seul individu dans un tel groupe. Il fonce à nouveau. Mais elles sont trop agiles. L'aigle n'aura rien à manger ce soir.
Ces déplacements fascinants mènent la colonie là où se trouve la nourriture. Les mouvements sont instinctifs mais coordonnés. Les chauves-souris suivent 2 règles simples. Maintenir un écart constant entre chaque individu et copier les déplacements de son voisin immédiat. Aucune chauve-souris ne dirige. Avec ces 2 règles, la nuée est plus que la somme des parties qui la composent. Le groupe a une intelligence propre. Le lendemain matin, les renards volants reviennent nicher au temple tout près du fleuve. Durant la journée, ils somnolent dans leurs arbres préférés, à l'abri dans l'enceinte du temple. Ils prennent soin de leurs précieuses ailes. Être la tête en bas permet d'économiser de l'énergie. Se tenir debout, défier la gravité, demande des efforts. Ils possèdent des orteils adaptés. Ils peuvent maintenir leurs griffes en position contractée. Une adaptation parfaite pour la vie dans les arbres. De temps en temps, ils se réveillent pour changer de position ou trouver un meilleur emplacement. Ils parcourent les branches grâce à leurs griffes. Dans un arbre bondé, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Des milliers de chauves-souris vivant dans une telle promiscuité, il est important de s'entendre avec son voisin. Comme chez les macaques, l'épouillage permet de maintenir l'équilibre social. Il existe parmi les mâles une hiérarchie stricte, en lien avec leur position dans l'arbre. Plus on a de l'importance, plus on se perche haut. Les mâles les plus forts sont au sommet. Les plus jeunes, les plus faibles, sont relégués sur les branches inférieures. Les femelles sexuellement matures ont-elles tous les droits? Celle-ci peut s'installer où bon lui semble. Ce jeune mâle, au bas de la hiérarchie, a été envoyé sur l'arbre des célibataires. Ces adolescents mis à l'écart resteront là jusqu'à ce qu'ils se fassent une place dans le groupe. Les mâles passent du temps à se disputer les meilleures branches. Quand un grognement ne suffit pas, ils se lancent dans des luttes acrobatiques. Les combats sont vicieux. Ils se mordent et échangent des coups de griffes, des griffes très tranchantes. Les membranes de leurs ailes subissent de gros dommages. Heureusement, ces cicatrices guérissent rapidement. Un trait biologique important. Un renard volant qui ne vole pas ne pourra pas survivre.
Au crépuscule, l'agitation grandit dans la colonie. C'est l'heure de se nourrir. Ils quittent le sanctuaire et s'orientent par rapport au fleuve pour disparaître dans la nuit. Les animaux qui vivent au bord du Mékong ont su s'adapter à leur environnement de bien des façons. Les renards volants savent profiter de ce qu'offrent les cimes des arbres. En dispersant les graines, ils assurent la survie des arbres dont ils dépendent. D'autres chauves-souris installent leurs colonies dans les grottes où les conditions sont parfaites. Grâce à une alimentation variée, les macaques profitent de ressources abondantes. Tout comme les éléphants, ils récoltent ce que le sol a à offrir. En traversant la Thaïlande, le Mékong donne à voir la richesse des microclimats et une extraordinaire biodiversité. Il est source de vie pour les animaux qui vivent ici et pour leur descendance.